La salle de bal fit silence, dès l'instant où je franchis les portes. Plus de 200 personnes se tournèrent vers moi. Des chefs d'entreprise, des investisseurs, des employés, des membres du conseil d'administration et, debout au centre de la pièce, un verre de champagne à la main, se tenait mon mari. À ses côtés, se tenait une femme portant un collier de diamants, que j'avais reçu pour notre 25e anniversaire de mariage, un collier qui était censé être enfermé dans mon coffret à bijoux, à la maison. Cette femme sourit avec assurance, jusqu'à ce qu'elle m'aperçoive. Alors, son visage se vida de ses couleurs. Mon mari, lui, sembla voir un fantôme. Quelqu'un dans la foule chuchota, « Qui est-ce » Je redressai les épaules, dans mon uniforme de cérémonie de l'armée. 32 ans de service militaire m'avaient appris bien des choses, comment garder mon calme sous la pression, comment lire en autrui, et comment attendre patiemment, jusqu'au moment opportun. Je fixai la femme, puis mon mari, et enfin je prononçai les mots qui changèrent tout, « Bonjour, David ». La pièce devint encore plus silencieuse. Je suis Rebecca Carter. Je marquai un temps d'arrêt. La véritable Madame Carter. Un verre de champagne glissa des mains de quelqu'un, s'écrasant sur le sol. Et à cet instant précis, le mensonge soigneusement échafaudé, dans lequel mon mari vivait depuis des années, commença à s'effondrer. Mais avant de vous raconter comment je me suis retrouvé dans cette salle de bal, je dois vous ramener 3 semaines en arrière, au jour de mon retour à la maison. J'avais passé 11 mois à l'étranger. À 58 ans, je servais comme colonel dans l'armée des États-Unis, approchant à grands pas de la retraite. La plupart des gens de mon âge planifiaient des vacances, passaient du temps avec leurs petits-enfants, ou apprenaient à savourer des matinées plus paisibles. Moi, je coordonnais des opérations militaires, à l'autre bout du monde. Ce n'avait rien de prestigieux. Il s'agissait surtout de planification administrative, de paperasse, et de responsabilité. Pourtant, j'avais toujours cru au devoir de servir. Et pendant plus de 3 décennies, mon mari, David, avait toujours affirmé y croire lui aussi. Chaque fois que je m'excusais de manquer des fêtes ou des anniversaires, il souriait, me disant de ne pas m'inquiéter. Nous servons tous les deux, de manière différente, répétait-il, toi, tu sers le pays, et moi, je veille sur la maison. Pendant des années, je l'ai cru. C'est peut-être pour cela que ce qui s'est produit m'a fait si mal. Non pas à cause de la trahison en elle-même, mais parce que je ne l'ai absolument pas vu venir. 3 semaines plus tôt, j'ai reçu une autorisation de permission inattendue. Mon remplaçant est arrivé plus tôt que prévu, ce qui signifiait que je pouvais rentrer au Texas, presque un mois avant la date fixée. J'ai décidé de ne rien dire à David. Je voulais lui faire une surprise. L'idée me semblait romantique, un peu désuète, le genre de choses qu'un couple marié fait encore, après 30 ans de vie commune. Je m'imaginais apparaître dans son bureau, voir son visage s'illuminer, puis nous perdre dans une longue étreinte. Peut-être dînerions-nous ensuite dans notre restaurant de grillade préféré. Des choses simples, ces détails qui vous manquent, quand vous êtes éloigné trop longtemps. Mon vol a atterri à l'aéroport international de Dallas-Fort Worth, par un beau jeudi matin ensoleillé. Le soleil du Texas m'a semblé plus chaud que dans mes souvenirs. Je ne transportais qu'un petit sac de voyage, et je portais mon uniforme de cérémonie de l'armée, car je devais assister à une commémoration militaire le lendemain. Au lieu de rentrer d'abord chez moi, j'ai commandé un chauffeur, puis je lui ai donné l'adresse de l'entreprise de David, Carter Logistic Solutions, une société que nous avions bâtie ensemble, en partant de presque rien. Au tout début, j'aidais à la comptabilité les week-ends, tout en étant en service actif. Chaque promotion que j'obtenais dans l'armée contribuait également à ouvrir des opportunités pour son entreprise en pleine expansion. Nous étions partenaires, ou du moins, c'est ce que je croyais. Le siège de la société occupait un bâtiment moderne de 4 étages, dans un quartier d'affaires au nord de Dallas. En entrant sur le parking, j'ai senti des papillons dans le ventre. Je me souviens avoir ri de moi-même. Après 30 ans de mariage, j'étais encore nerveuse à l'idée de surprendre mon mari. Le chauffeur m'a déposé près de l'entrée principale. J'ai ajusté la veste de mon uniforme, puis je me suis dirigé vers le bureau de la sécurité. Le gardien semblait avoir la fin de la vingtaine, et avait l'air plutôt amical. Il m'a souri poliment, « Bonjour, madame. » « Bonjour, » répondis-je, « je suis ici pour faire une surprise à mon mari. » « Votre nom ? » ?»« Rebecca Carter. » Il a tapé quelque chose sur son ordinateur, puis a levé les yeux, « Qui venez-vous voir ?» J'ai souri, « David Carter. »
Le gardien a hoché la tête. Et quel est votre lien avec Monsieur Carter? J'ai laissé échapper un rire sincère. Je suis sa femme. Sa réaction m'a prise totalement au dépourvu. Le jeune homme s'est mis à rire lui aussi, pas méchamment au début, mais plutôt comme quelqu'un qui pensait avoir entendu une bonne blague. Puis, il a secoué la tête. Elle est bien bonne. J'ai froncé les sourcils. Pardon? Le gardien s'est adossé à sa chaise. Madame, la femme du patron est déjà à l'intérieur. Pendant un instant, j'ai cru de bonne foi avoir mal compris. Qui ça? L'épouse du patron, dit-il en désignant les ascenseurs de la direction. Elle est ici presque tous les jours. Je le fixais, mon esprit peinant à assimiler ses paroles. C'est alors qu'il ajouta la phrase qui bouleversa tout. Ah, la voilà justement. Je me suis retourné. Une femme d'une quarantaine d'années sortait du hall des ascenseurs. Une robe élégante, une coiffure parfaite, un sac à main de créateur. Elle se déplaçait avec l'assurance de quelqu'un qui se sait chez soi. Plusieurs employés l'ont saluée à son passage. Un homme a même dit « Bonjour, Madame Carter ». Madame Carter. Mon nom, mon titre, ma vie entière. Cette femme a souri, puis a continué sa marche vers le parking. Le gardien de sécurité m'a de nouveau regardé, vous voyez. Mon estomac s'est noué. J'aurais dû monter directement à l'étage, exiger des explications, et faire un scandale, mais ma formation militaire a pris le dessus. Quand une situation n'a aucun sens, on ne réagit pas sous le coup de l'émotion. On rassemble des informations, on observe d'abord, puis on agit ensuite. Je me suis forcé à sourire, intéressant. Le gardien a haussé les épaules, désolé pour le malentendu. J'ai hoché la tête poliment, puis je suis ressorti. La chaleur étouffante du Texas m'a saisi instantanément. Je me suis assise sur un banc près du parking, et j'ai regardé cette femme s'éloigner au volant de sa voiture. Pendant près de 20 minutes, je suis resté là, à réfléchir, à respirer, cherchant à donner un sens à ce que je venais de voir. L'explication la plus évidente était une liaison. Pourtant, cela semblait bien plus vaste que cela. Les employés ne se comportaient pas comme s'il s'agissait d'une maîtresse cachée. Ils croyaient sincèrement qu'elle était Madame Carter, ce qui signifiait que cette situation n'était pas récente. Cela durait depuis longtemps, très longtemps. J'ai sorti mon téléphone. David m'avait envoyé un message 2 jours plus tôt, tu me manques. J'ai hâte que tu rentres. Je t'aime. J'ai fixé l'écran. Puis, j'ai de nouveau regardé l'immeuble. Pour la première fois de notre mariage, je me suis demandé si je connaissais réellement l'homme qui avait écrit ces mots. Je me suis levé lentement. Je n'étais pas prête à rentrer chez moi. Pas encore. À la place, j'ai réservé une chambre dans un hôtel voisin, car quelque chose me disait que, si je voulais découvrir la vérité, je devais cesser d'agir en épouse aimante pendant un temps, et commencer à réfléchir comme une enquêtrice. Dès que je me suis installé dans cette chambre d'hôtel, j'ai pris ma décision, je n'appellerai pas David. Je ne l'affronterai pas. Pas encore. Au lieu de cela, j'allais découvrir précisément qui était cette femme, et pourquoi la moitié de la ville de Dallas semblait croire qu'elle vivait ma vie. Cette première nuit à l'hôtel, j'ai à peine fermé l'œil. Non pas à cause de la colère, du moins pas encore. La colère exige des certitudes, et à ce stade, je n'avais que des questions. Assise près de la fenêtre, contemplant la ligne d'horizon de Dallas, je me repassais la scène du bureau de sécurité en boucle. Le gardien n'avait pas l'air nerveux. Et n'avait pas été payé pour couvrir qui que ce soit. Il était intimement convaincu que la femme qu'il me montrait était l'épouse de David Carter. C'était cette certitude-là que je n'arrivais pas à m'enlever de la tête. Des liaisons, cela arrive. J'ai vécu assez longtemps pour savoir que la vie militaire impose des tensions énormes sur les couples. De longs déploiements, des anniversaires manqués, des chaises vides lors des dîners de famille. J'ai vu de bons mariages y résister, et d'autres s'effondrer sous ce poids. Mais ce dont j'étais témoin ici n'était pas une simple infidélité. C'était quelque chose de plus étrange, de beaucoup plus délibéré. D'une manière ou d'une autre, une autre femme s'était substituée à moi si parfaitement que tout le monde l'acceptait comme Madame Carter, sans que personne ne semble s'interroger, pas même une seconde. Le lendemain matin, j'ai commencé à faire ce que l'armée m'avait appris à faire pendant plus de 30 ans, rassembler des informations patiemment, méthodiquement, sans l'ombre d'un préjugé. Je me suis changé pour mettre des vêtements civils, puis je suis retourné au siège de l'entreprise. Cette fois,
je me suis garé de l'autre côté de la rue. Pendant près de 4 heures, je suis resté assise dans un café, avec une vue directe sur l'entrée. J'ai observé l'arrivée des employés, le balai des livraisons. Vers 9h30, je l'ai vue, elle. Elle est arrivée au volant d'une Mercedes noire. Un voiturier s'est empressé de lui ouvrir la portière. Plusieurs employés l'ont salué chaleureusement, et l'un d'eux a même porté son sac à main à l'intérieur. Personne ne l'a traitée comme une cliente ou une intruse. Il l'a traitée comme un membre de la famille, comme si elle était à sa place, comme si elle était la femme du patron. Durant les 3 jours suivants, j'ai poursuivi mon observation. Ce manège est devenu impossible à ignorer. Elle assistait à des réunions de direction, déjeunait avec David, l'accompagnait à des galas de charité, et parcourait les couloirs du bâtiment avec une autorité absolue. Partout où elle passait, on l'appelait Madame Carter. Jamais personne ne se reprenait. Jamais personne n'hésitait. C'était comme si je n'avais jamais existé. Le 4e jour, j'ai décidé de creuser plus profondément. J'ai commencé par les réseaux sociaux. Cela seul a failli me briser le cœur, des photos par centaines, des collectes de fonds, des dîners d'affaires, des tournois de golf, des fêtes de fin d'année. Sur chaque cliché, David et cette femme apparaissaient ensemble, côte à côte, souriant, posant avec le naturel parfait d'un couple marié. Les commentaires sous ces images étaient encore plus douloureux, quel beau couple. Vous êtes un modèle pour nous tous, Madame Carter est éblouissante. Personne ne remettait rien en question. Personne ne savait. Ou peut-être que tout le monde s'en moquait. J'ai contemplé ces clichés pendant des heures. Je ne ressentais pas de jalousie. À 58 ans, la jalousie me semblait être une émotion de jeunesse. Ce que je ressentais était d'un autre ordre, un sentiment d'effacement. Comme si les 3 dernières décennies de mon existence avaient été purement et simplement gommées. Ce soir-là, j'ai appelé ma plus ancienne amie, Margaret. Nous nous étions rencontrés 27 ans plus tôt, à Fort Bragg. Elle avait pris sa retraite avec le grade de lieutenant-colonel, et vivait désormais dans la banlieue de San Antonio. Margaret a décroché dès la 2e sonnerie, « Rebecca, salut ». Dès qu'elle a entendu ma voix, elle a su que quelque chose n'allait pas, qu'est-ce qui se passe? J'ai hésité, puis je lui ai tout raconté, le gardien de sécurité, cette femme, les photographies, les mensonges. Quand j'eus terminé, un long silence s'installa. Enfin, Margaret a pris la parole, « Tu es sûr? J'aimerais tellement ne pas l'être. » Nouveau silence. Puis, elle a dit une chose qui s'est gravée en moi, ne l'affronte pas pour l'instant. C'est exactement ce que je me disais. Bien. J'ai besoin de faits. Comme toujours. Nous avons toutes les deux ri doucement. Pour la première fois de la semaine, je me sentais un peu moins seul. Le lendemain matin, Margaret m'a mis en contact avec un autre officier à la retraite, un ancien enquêteur militaire nommé Frank Lawson. À 72 ans, Frank était toujours aussi vif d'esprit. Après m'avoir écouté attentivement, il ne m'a posé qu'une seule question, « Rebecca, penses-tu qu'il s'agisse d'une simple liaison ?» J'ai réfléchi, non. Moi non plus. Cette réponse m'a surprise. Pourquoi? Frank a soupiré, parce que les liaisons se nourrissent de secrets. Qu'est-ce que vous voulez dire? Cela veut dire qu'on les cache. Je savais où il voulait en venir. Cette femme n'est pas cachée. Exactement, a-t-il marqué une pause. Quelqu'un voulait qu'elle soit vue. Cette prise de conscience m'a fait l'effet d'un coup de poing dans l'estomac. David ne se contentait pas d'être infidèle. Il l'a présentée publiquement, ouvertement, et de manière répétée comme son épouse depuis des années. Quelques jours plus tard, j'ai enfin découvert son nom, Vanessa Morgan, 43 ans, ancienne consultante en marketing, divorcée, sans enfant. J'ai découvert qu'elle figurait comme conseillère auprès du conseil d'administration de plusieurs organisations caritatives locales. Curieusement, bon nombre de ces associations recevaient également des dons de l'entreprise de David. Les liens se resserraient, et ce que je découvrais ne me plaisait pas du tout. Puis est survenue la découverte qui a tout fait basculer. Une de mes anciennes voisines m'a appelé de manière tout à fait inattendue. Karen habitait en face de chez nous depuis près de 15 ans, et nous ne nous étions pas parlé depuis des mois. Après quelques minutes de banalité, elle m'a posé une question qui a glacé mon sang, « Alors, quand as-tu déménagé ?» J'ai failli lâcher mon téléphone, « Quoi? Toi et David? De quoi parles-tu ?» Un long silence s'est installé.
Karen semblait perplexe, j'ai pensé que tu étais parti. Pourquoi? Parce qu'une autre femme s'est installée chez toi. J'ai senti mon cœur s'emballer, depuis combien de temps? Autre pause, puis elle a répondu, au moins 2 ans. 2 ans. Pas 2 mois, pas 6 mois. 2 ans. J'ai fermé les yeux, la pièce me paraissant soudain minuscule. Pendant 2 ans, une autre femme était entrée chez moi, avait dormi dans mon lit, utilisé ma cuisine, et organisé des dîners dans cette maison que j'avais contribué à payer, pendant que je servais à l'étranger. Ce soir-là, je suis passé en voiture devant ma propre maison. Je me suis garé de l'autre côté de la rue, tout comme je l'avais fait pour observer le bureau. Les lumières étaient allumées, et l'éclairage familier du porche brillait à côté de la porte d'entrée. Les massifs de fleurs que j'avais plantés des années auparavant bordaient encore l'allée. Tout semblait identique, et pourtant, ce n'était plus mon chez-moi. Vers 20h30, le SUV de David s'est engagé dans l'allée. Quelques minutes plus tard, Vanessa est sortie. Elle l'a embrassé naturellement, confortablement, comme elle l'avait fait des milliers de fois. Puis, ils sont entrés ensemble. Je suis resté là, assise pendant près d'1 heure, sans pleurer, sans crier, me contentant d'observer, d'accepter la réalité. Parfois, la vérité surgit d'un coup, et parfois, elle s'impose par fragments douloureux. Pour moi, elle se révélait pièce par pièce, et chaque pièce faisait plus mal que la précédente. De retour à l'hôtel, j'ai étalé les documents, les notes et les photographies sur le lit. J'avais désormais assez d'éléments pour prouver que David s'était construit une vie entièrement parallèle, mais quelque chose me chiffonnait encore. Quelque chose ne cadrait pas. Un homme d'affaires avisé ne risque pas tout pour une simple liaison, à moins qu'il n'y ait un enjeu bien plus grand derrière tout cela, un aspect financier occulte. Le lendemain matin, j'ai appelé une avocate spécialisée en droit de la famille en qui j'avais toute confiance depuis des années, Lisa Reynolds. Après avoir écouté mon récit, elle m'a demandé de me rendre immédiatement à son cabinet. À mon arrivée, elle m'a écouté en silence, a examiné mes notes, puis s'est adossée à son fauteuil. « Rebecca, je pense que nous devons éplucher les finances de l'entreprise. » J'ai froncé les sourcils, pourquoi? Lisa a croisé les mains, parce que les personnes prêtes à mentir aussi longtemps sur un sujet, elle a marqué un temps d'arrêt, mentent souvent sur bien d'autres choses également. En quittant son bureau cet après-midi-là, j'avais le pressentiment que mon mariage n'était pas la seule chose sur le point de s'effondrer. Au fond de moi, je commençais à soupçonner que la perfidie de David allait bien au-delà d'une simple histoire de femme. Le lundi matin suivant, je me suis assise en face de Lisa Reynolds, dans son cabinet du centre-ville de Dallas. L'immeuble offrait une vue sur une portion d'autoroute encombrée, où des milliers de personnes se rendaient au travail, préoccupées par des échéances, des réunions, et des tracas du quotidien. Je les enviais. Une semaine plus tôt, je m'inquiétais de savoir si la surprise que j'avais préparée plairait à David. À présent, je cherchais à déterminer si mon mari avait passé des années à démanteler méthodiquement l'existence que nous avions construite ensemble. Lisa a fait glisser un bloc-notes sur le bureau, commençons par tout ce que vous possédez en commun. Pendant les 2 heures qui ont suivi, nous avons passé en revue nos finances, la maison, les comptes d'épargne retraite, les placements, les parts de l'entreprise, les économies, toutes ces choses auxquelles je n'avais pas pensé depuis des années. David avait toujours géré la majeure partie des opérations financières de l'entreprise. Ce n'était pas parce que j'en étais incapable, mais simplement parce que le mariage repose sur la confiance, ou du moins, le devrait. Je lui faisais confiance, de la même manière qu'il comptait sur moi pour protéger sa vie quand je portais une arme à l'étranger, de la même manière qu'il me faisait confiance pour représenter notre famille sous l'uniforme. La confiance n'est pas censée être complexe, et c'est bien pour cela que la trahison est si douloureuse. Dès le mercredi, Lisa a mandaté un expert comptable spécialisé en jury-comptabilité, afin d'examiner les registres publics liés à Carter Logistic Solutions. Il s'appelait Michael Bennett, un homme discret d'une 60aine d'années, dont les lunettes de lecture glissaient constamment sur le nez. Il me rappelait ce professeur de lycée que tout le monde adorait, celui qui remarque les détails invisibles pour les autres. Lors de notre première rencontre, il tenait 3 dossiers volumineux. Cela m'a tout de suite inquiété, 3 dossiers synonymes de travail, de beaucoup de travail. Michael s'est assis, a ouvert le premier dossier, puis a soupiré, Colonel Carter. Je n'avais pas entendu ce titre depuis des jours et, pour une raison étrange, il m'a réconforté. Oui. Je pense que vous avez un problème bien plus grave qu'une simple histoire d'infidélité. Mon estomac s'est noué, montrez-moi.
Pendant l'heure qui a suivi, Michael m'a guidé à travers un réseau complexe de transactions. Certaines étaient modestes, d'autres non, des honoraires de conseil exorbitants, des contrats de sous-traitance douteux, des acquisitions immobilières, des transferts de fonds d'entreprise. À première vue, tout semblait légal, mais dès que Michael a commencé à relier les éléments entre eux, un tableau inquiétant s'est dessiné. De l'argent bougeait, énormément d'argent, et une grande partie semblait liée à Vanessa Morgan. J'ai fixé les documents, de quel montant parle-t-on? Michael a ajusté ses lunettes, potentiellement de plusieurs millions d'euros. La température de la pièce a semblé chuter d'un coup. Plusieurs millions. Pas des milliers, pas des centaines de milliers, mais des millions. Je m'attendais à avoir le cœur brisé, je m'attendais à des mensonges, mais je n'imaginais pas un préjudice financier d'une telle ampleur. Plus nous cherchions, pire c'était. Plusieurs sociétés recevant des fonds de Carter Logistics présentaient des liens évidents avec Vanessa. L'une était enregistrée au nom d'un de ses anciens partenaires d'affaires, une autre affichait une adresse liée à un membre de sa famille, et une troisième n'avait pratiquement aucune activité commerciale réelle. Pourtant, l'argent continuait d'y affluer, mois après mois, année après année. Lisa s'est penchée en avant, David savait parfaitement ce qu'il faisait. J'ai hoché la tête lentement. Il n'y avait pas d'autre explication. Ce n'étaient pas des erreurs, c'étaient des choix mûrement réfléchis, intentionnels, et calculés. Le plus douloureux n'était pas l'argent. À 58 ans, j'avais appris que l'argent va et vient. On peut perdre une maison, des investissements, des biens, mais ce qui blesse vraiment, c'est de découvrir qu'une personne aimait vous ment en vous regardant droit dans les yeux. C'est de cela qu'il est le plus difficile de se remettre. Quelques jours plus tard, Michael a mis au jour un autre détail troublant. David avait récemment entrepris de restructurer les pourcentages de propriété de l'entreprise. Ce calendrier a attiré l'attention de tout le monde, en particulier celle de Lisa. Elle a examiné les documents à plusieurs reprises avant de prendre la parole. Quand devais-tu rentrer de ton déploiement? Dans environ 3 semaines. Elle a hoché la tête, intéressant. Qu'est-ce qu'il y a? Lisa a tourné les documents vers moi, ces transferts de parts étaient programmés pour se poursuivre sur les 6 prochains mois. J'ai étudié les dates, et une froide lucidité m'a envahi. David pensait avoir encore du temps. Il me croyait à l'étranger, convaincu que je ne serais pas encore de retour, ce qui signifiait qu'il était en plein milieu de sa manœuvre lorsque je suis rentré à l'improviste. Une manœuvre inachevée, d'une importance capitale. Ce week-end-là, une autre pièce du puzzle est apparue. Un vieil ami m'a appelé, il s'appelait Jim Harper. Il avait travaillé pour David pendant près de 15 ans avant de prendre sa retraite. J'avais toujours apprécié Jim, stable, honnête, le genre d'homme à envoyer des cartes de vœux écrites à la main. Lorsqu'il a appris que j'étais de retour au Texas, il m'a proposé de prendre un café. Nous avons choisi un petit restaurant près de Plano. Rien de sophistiqué, juste des œufs, du café, et une conversation tranquille. Après quelques minutes de banalité, Jim est devenu sérieux, j'ai bien failli ne pas t'appeler. Pourquoi? Il semblait mal à l'aise, parce que je ne savais pas ce que tu savais exactement. Savoir quoi? Il a fixé sa tasse de café, puis a fini par répondre, les choses ont changé après ton départ. Mon cœur s'est serré, quel genre de choses? Jim a soupiré, beaucoup d'employés de longue date sont partis. Cela m'a surprise. David avait toujours valorisé la fidélité, du moins, c'est ce que je pensais. Comment ça? Jim a secoué la tête, la plupart n'ont pas été licenciés. Que s'est-il passé alors? On les a poussés vers la sortie. J'ai froncé les sourcils, qui ça? Il m'a regardé droit dans les yeux, Vanessa. Pendant près d'une heure, Jim m'a raconté des anecdotes, des employés forts de décennies d'expérience exclus soudainement des réunions, des cadres de confiance remplacés, des membres historiques du personnel démissionnant suite à des altercations avec Vanessa. Des personnes contestant son autorité évincées mystérieusement des postes de direction. Ce schéma s'est répété inlassablement. Les employés loyaux étaient écartés, et ses partisans, promus. Petit à petit, l'influence de Vanessa a grandi, et David l'a laissé faire, l'encourageant peut-être même. Puis, Jim m'a confié une chose qui m'a blessé plus profondément que tout le reste, des mots que je me rappelle encore mot pour mot. Nous avions fini de manger, et la serveuse avait resservi du café. Jim a hésité avant de parler, je ne devrais probablement pas te dire cela. Dis-le-moi quand même. Il a détourné le regard, David faisait souvent des plaisanteries.
J'ai senti un nœud se former dans ma poitrine, quel genre de plaisanterie? Jim a dégluti, puis a répondu à voix basse, il disait que sa femme aimait plus l'armée que son propre mariage. Pendant un instant, je suis resté sans voix. Non pas sous le coup de la surprise, mais sous celui de la douleur. Une profonde blessure. J'avais manqué des anniversaires, des fêtes, des vacances, des réunions de famille. Ce n'était pas par choix, mais parce que le service exige des sacrifices. David le savait, et il m'avait soutenu, du moins, je m'en étais convaincu. Apprendre qu'il s'était moqué de ses sacrifices dans mon dos était pire que sa liaison, pire que l'argent détourné, pire que les mensonges, car cela signifiait qu'il avait réécrit notre histoire, celle que nous avions passé 30 ans à construire ensemble. Ce soir-là, je suis resté seul dans ma chambre d'hôtel. Une photographie était posée sur la table de chevet, celle que j'emportais partout à l'étranger, David et moi, ensemble, lors de ma cérémonie de promotion des années plus tôt. Il avait l'air fier, sincèrement fier, ou peut-être l'avais-je simplement imaginé. Désormais, je n'en savais plus rien. J'ai pris le cadre, puis j'ai contemplé la photo de longues minutes, cherchant à comprendre quand tout avait basculé, tentant de déceler l'instant précis où mon mari avait cessé d'être mon partenaire pour devenir un parfait étranger. Je n'ai jamais trouvé la réponse. La semaine suivante, Lisa m'a appelé pour m'annoncer la nouvelle, nous sommes prêtes. J'ai levé les yeux de mes notes, prête pour quoi? Pour l'étape suivante. Je savais exactement ce qu'elle voulait dire. Pendant près de 2 semaines, nous avions rassemblé des preuves, des documents, des registres financiers, des déclarations de témoins, des statuts d'entreprise, des photographies, absolument tout. Pièce par pièce, nous avions reconstitué la vérité, et désormais, cette vérité devenait impossible à occulter. La voix de Lisa est restée calme, Rebecca, si nous faisons cela, nous devons le faire dans les règles. J'ai acquiescé, même s'il lui était impossible de me voir, je suis d'accord. David ne sait toujours pas que tu es là. Non. Parfait. Ce simple mot avait un poids immense. Parfait, car l'effet de surprise était devenu mon meilleur atout. David me croyait à des milliers de kilomètres. Il pensait ses secrets bien gardés, convaincu de maîtriser encore la situation. Ce qu'il ignorait, c'est que les preuves contre lui étaient déjà soigneusement classées dans plusieurs dossiers, sur le bureau de ma chambre d'hôtel. Et très bientôt, ces dossiers allaient être ouverts devant des personnes dont l'opinion importait bien plus que la mienne, des personnes ayant le pouvoir de détruire tout ce qu'il avait passé des années à tenter de protéger. Ce piège n'avait rien d'émotionnel. Il n'était ni impulsif, ni guidé par la colère ou la vengeance. C'était quelque chose de bien plus redoutable, c'était la vérité, et cette vérité était enfin prête à éclater au grand jour. L'invitation est arrivée 3 jours plus tard, pas à mon adresse, naturellement, mais envoyée aux investisseurs, aux membres du conseil d'administration, aux partenaires commerciaux et aux médias locaux. David organisait une réception, un événement d'envergure pour annoncer un nouveau projet d'expansion de l'entreprise. Le genre d'événement conçu pour attirer les regards, les photographes, la presse, et s'offrir une reconnaissance publique, un tour d'honneur. Quand Lisa m'a montré le carton d'invitation, j'ai failli rire. Le choix du moment ne pouvait être plus ironique. Pendant des années, David avait soigneusement soigné les apparences. À présent, il s'apprêtait à réunir, dans une même pièce, ses relations les plus stratégiques, investisseurs, administrateurs, leaders du secteur, tous ceux dont il dépendait professionnellement. Et il le faisait de son plein gré. Parfois, les gens provoquent leur propre chute sans même s'en rendre compte. La soirée était prévue un vendredi, dans un hôtel de luxe du centre-ville de Dallas. La salle de bal pouvait accueillir près de 300 convives. D'après Lisa, l'affluence s'annonçait impressionnante, de grands investisseurs, quelques personnalités politiques locales, des journalistes économiques, des figures de la communauté, ainsi que l'intégralité du conseil d'administration. Précisément le public dont David rêvait, et précisément celui qui devait entendre la vérité. La semaine précédant l'événement s'est déroulée dans un calme surprenant. Ce n'était pas parce que je n'avais pas le trac, car je l'avais, mais après des années passées dans l'armée, j'avais appris une règle essentielle, la préparation atténue la peur. Et nous étions prêtes. Chaque document avait été passé au crible, chaque déposition vérifiée, chaque pièce à conviction classée. Il n'y aurait aucun éclat de voix émotionnel, aucun cri théâtral, aucune scène de feuilleton télévisé. Juste des faits rigoureusement documentés, contre lesquels il est impossible d'argumenter.
Le vendredi après-midi, je me tenais devant le miroir de ma chambre d'hôtel. Mon uniforme de cérémonie de l'armée m'allait à la perfection. C'était ce même uniforme que je portais lors des remises de grade, des funérailles militaires, des cérémonies de départ à la retraite, et des réceptions officielles tout au long de ces 3 décennies. Cet uniforme incarnait le dévouement, le devoir, et l'intégrité, des valeurs qui avaient guidé mon existence, et qui me semblaient soudain plus capitales que jamais. J'ai ajusté les médailles au-dessus de ma poche poitrine, lissé le col de ma veste, puis j'ai observé mon reflet. La femme qui me regardait semblait plus âgée qu'il y a 3 semaines, mais elle paraissait aussi plus forte. Il arrive un moment où le chagrin cesse de vous faire sentir vulnérable pour vous rappeler qui vous êtes vraiment. Ce moment était enfin venu. Lisa m'a rejointe dans le hall de l'hôtel, une mallette à la main. Elle contenait des doubles de toutes les pièces, relevés financiers, documents juridiques, pièces justificatives, de quoi répondre à la moindre interrogation. Elle a souri, « Tu es prête ?» J'ai réfléchi un instant, puis j'ai hoché la tête, « Oui. » Pour la première fois depuis mon retour, je le pensais sincèrement. La salle de bal était déjà bondée à notre arrivée. À travers les portes entr'ouvertes, je percevais les éclats de rire, les conversations croisées, le tintement des verres, une musique d'ambiance, des gens qui faisaient la fête. À l'intérieur, David devait passer une excellente soirée, confiant, serein, à 1000 lieues d'imaginer ce qui se tramait. Durant une brève seconde, j'ai envisagé de faire demi-tour. Non pas par lâcheté, mais parce qu'une part de moi aimait encore l'homme que j'avais épousé. 30 ans de vie commune ne s'effacent pas du jour au lendemain. Malgré la perfidie, malgré les faux-semblants, une petite partie de mon cœur aurait voulu que rien de tout cela ne soit réel. Mais les regrets ne changent pas les faits, seule la vérité le peut. J'ai inspiré profondément, puis j'ai fait un pas en avant. Dans la pièce, on ne me remarqua pas tout de suite, et pourquoi l'aurait-on fait? Je n'étais qu'une invitée de plus dans une salle de bal comble. Cependant, à mesure que je m'avançais, les têtes commencèrent à pivoter. Les gens remarquèrent d'abord mon uniforme, puis mon visage. Quelques employés de longue date parurent perplexes, comme s'ils reconnaissaient une silhouette familière sans parvenir tout à fait à mettre un nom de Ssuet. Je continuai à marcher, d'un pas ferme, calme, déterminé, me dirigeant vers la scène, vers David. Il se tenait près de l'estrade, une coupe de champagne à la main. À ses côtés se trouvait Vanessa, vêtue d'une élégante robe bleu marine. À son cou scintillait le collier de diamants que David m'avait offert pour nos 25e anniversaire de mariage. Cette vision m'a encore fait mal, mais pas autant qu'une semaine plus tôt. Entre-temps, j'avais fait mon deuil de la situation. Ce collier n'était qu'un accessoire, la véritable trahison étant bien plus profonde. C'est alors que David m'a aperçu. J'ai vu l'instant précis où il m'a reconnu, son sourire s'est volatilisé, ses traits se sont figés, et son visage est devenu livide. Sa coupe de champagne est restée suspendue à mi-chemin de ses lèvres. Pendant de longues secondes, il s'est contenté de me fixer, comme si son cerveau refusait d'admettre la réalité. Vanessa a remarqué sa stupeur, s'est retournée, et m'a vu à son tour. Son expression s'est métamorphosée instantanément, passant de l'assurance à la perplexité, puis à l'effroi, le tout en une fraction de seconde. La rumeur s'est tue, et les conversations se sont éteintes. Les invités pressentaient que quelque chose d'anormal se jouait. Je me suis arrêté à quelques pas de lui, assez près pour qu'il entende chacun de mes mots, assez loin pour conserver ma dignité. Aucun de nous deux n'a parlé au début, le silence lui-même étant d'une force inouïe. Finalement, j'ai rompu ce calme « Bonjour, David ». Sa bouche s'est entr'ouverte, mais aucun son n'en est sorti. J'avais vu des soldats garder un sang-froid bien supérieur dans des situations d'urgence. Autour de nous, quelques invités échangeaient des regards inquiets. Quelqu'un murmura « Qui est-ce » J'ai balayé la pièce du regard, fixant les employés, les investisseurs, les administrateurs, tous ces gens qui méritaient de la transparence. Puis, j'ai répondu moi-même à la question « Je m'appelle Rebecca Carter ». Un silence plus lourd encore est retombé. Je repris « Je suis marié à David Carter depuis 30 ans ». La réaction fut immédiate. Plusieurs personnes se sont visiblement raidies, d'autres ont jeté un coup d'œil vers Vanessa, puis à nouveau vers moi. La stupéfaction s'est propagée dans la salle, comme une onde de choc de table en table. J'ai regardé le collier, puis Vanessa, je suis également la femme qui a reçu ce collier des mains de mon mari, pour notre 25e anniversaire de mariage. Vanessa y a porté la main d'un geste réflexe, comme soudain consciente que tous les regards convergeaient vers elle.
David a fini par retrouver l'usage de la parole, dans un souffle à peine audible, « Rebecca ». Je me suis tourné vers lui, mon ton restant parfaitement calme. Ce soir, l'heure n'est pas aux explications. La pièce est restée plongée dans un mutisme total, personne ne voulant manquer une miette de la suite. L'un des membres du conseil d'administration s'est approché avec précaution. C'était un homme d'un certain âge, nommé Robert Simons, que j'avais reconnu grâce aux photos de l'entreprise, Madame Carter? Oui. Son visage s'est crispé, je pense que nous devrions poursuivre cette discussion dans un endroit plus discret. J'ai secoué doucement la tête, en temps normal, je serais d'accord, puis j'ai regardé les administrateurs assis à proximité. Mais les informations que je m'apprête à divulguer concernent directement la gestion de cette entreprise. Robert a immédiatement compris, et ses traits se sont assombris, devenant d'une extrême gravité. Lisa s'est avancée, a ouvert sa mallette, en a sorti plusieurs dossiers, puis a distribué des copies aux principaux administrateurs. L'atmosphère s'est transformée instantanément. Ce n'était plus une querelle conjugale, c'était une affaire commerciale. Pendant les 20 minutes qui ont suivi, Lisa a présenté calmement les preuves, virements financiers suspects, contrats de conseil litigieux, transactions occultes liées à Vanessa, justificatifs, date, montant, et relevé de compte. Pas d'accusations futiles, rien que des faits. La salle devenait plus silencieuse à chaque page tournée. Les administrateurs échangeaient des mines de plus en plus inquiètes, tandis que les investisseurs commençaient à poser des questions, dont les réponses n'avaient rien de rassurant. Je n'ai jamais élevé la voix, je n'ai pas insulté David, et je n'ai pas attaqué Vanessa. Je n'en avais aucun besoin, car les preuves parlaient avec bien plus de force que ne l'aurait fait la colère. Un membre du conseil a retiré ses lunettes, se frottant le front. Un autre a exigé un accès immédiat à des archives comptables complémentaires. Un troisième a demandé discrètement au conseiller juridique de l'entreprise de se joindre à eux. La réception venait de se muer en une cellule de crise. David est resté pétrifié durant la majeure partie de la scène, voyant son image si méticuleusement construite s'effondrer en direct. Ce n'était pas moi qui la détruisais, mais la vérité. Finalement, son regard a croisé le mien. Pour la première fois de la soirée, j'ai décelé une terreur authentique dans ses yeux. Ce n'était pas la peur du ridicule, mais celle des conséquences bien réelles, professionnelles, financières et judiciaires, qu'il ne pouvait plus esquiver. En observant cette salle de bal, j'ai compris une chose capitale, il ne s'agissait pas de vengeance, plus maintenant. La vengeance cherche à faire souffrir l'autre, alors que ce qui se passait ici relevait de la responsabilité, et que l'heure des comptes avait enfin sonné. À la fin de la soirée, le conseil d'administration avait planifié un audit interne d'urgence. Des auditeurs externes allaient être sollicités, les registres épluchés, et plus rien ne resterait dissimulé. Alors que les invités quittaient lentement la pièce, j'ai contemplé David, seul près de la scène. Pour la première fois en 30 ans, il m'apparaissait comme un étranger. Au fond de moi, je savais que ses pertes les plus douloureuses ne faisaient que commencer. L'enquête a débuté le lundi suivant. Contrairement aux fictions télévisées, les investigations réelles avancent lentement. Il n'y a pas d'effets musicaux dramatiques, pas de témoins surprises franchissant les portes de manière théâtrale, mais simplement de longues heures de travail, des pièces justificatives, des entretiens, des comptables, des avocats, des questions et, en fin de compte, des réponses. Pour la première fois depuis mon retour, j'ai quitté l'hôtel pour louer un petit appartement meublé au bord d'un lac, à la périphérie de Dallas. J'avais besoin de recul, de distance par rapport à David, à notre maison, et à tout ce qui m'avait été familier. Chaque matin, je m'asseyais sur un petit balcon, un café à la main, observant les canards glisser sur l'eau. C'était paisible, du moins en apparence, mais au fond de moi, je me sentais encore comme quelqu'un qui tente de reconstruire après le passage d'une tempête. En l'espace de 2 semaines, le conseil d'administration a suspendu David de ses fonctions de direction, dans l'attente des résultats de l'enquête. L'annonce a fait la une de l'actualité économique locale. Plusieurs investisseurs de premier plan ont exigé des explications, certains partenaires commerciaux ont gelé les négociations, tandis que d'autres se sont discrètement retirés. La confiance se gagne difficilement, se perd en un instant, et s'avère presque impossible à retrouver dès lors qu'on vous soupçonne de malhonnêteté, en particulier dans les affaires. Je n'assistais pas aux réunions du conseil, mais Lisa me tenait informé. Les conclusions s'assombrissaient à chaque nouveau rapport, certains transferts financiers enfreignaient les statuts de la société, plusieurs contrats n'avaient jamais dû être validés,
et des fonds sociaux avaient été utilisés d'une manière hautement suspecte. Bien que des poursuites pénales n'aient pas été évoquées, la responsabilité civile est rapidement devenue une possibilité concrète. La priorité absolue du Conseil était de sauvegarder la structure, ce qui impliquait de la protéger de David lui-même. Vanessa s'est volatilisée presque instantanément. C'est le détail qui m'a le moins surprise. Une semaine, elle assistait à des déjeuners de bienfaisance et posait pour les photographes. La semaine suivante, elle était introuvable. Plus aucune activité sur les réseaux sociaux, aucune apparition publique, aucun événement professionnel. Disparue, comme si quelqu'un avait éteint la lumière. Les personnes qui la flattaient autrefois évitaient désormais de prononcer son nom. C'est incroyable de voir à quel point la dévotion des gens s'émousse dès que l'argent et le prestige s'envolent. Un après-midi, Jim Harper m'a appelé, « Tu es au courant ? » De quoi ? Vanessa a quitté la ville. Je n'ai pas été choqué. Où est-elle partie ? Aucune idée. J'ai contemplé le lac, penses-tu qu'elle l'ait jamais aimé ? Cette question m'a surprise moi-même. Jim est resté silencieux un instant, puis a répondu prudemment, honnêtement, je n'en sais rien. Moi non plus, et curieusement, cela n'avait plus aucune importance. 3 mois après le début des investigations, le conseil d'administration a rendu son verdict, David ne dirigerait plus Carter Logistics Solutions. Ses parts dans l'entreprise allaient être considérablement réduites, dans le cadre d'un accord transactionnel, d'autres procédures judiciaires devant régler les litiges financiers résiduels. L'entreprise a survécu, mais pas la position de David en son sein. Lorsque Lisa m'a téléphoné pour m'annoncer la nouvelle, je m'attendais à ressentir un sentiment de triomphe. À la place, j'ai éprouvé une immense fatigue, car la vérité est que la victoire n'a pas toujours le goût que l'on imagine, en particulier lorsque le perdant est quelqu'un que l'on a aimé. Le règlement financier lui-même était conséquent. Des années d'actifs partagés, d'intérêts commerciaux, de propriétés, de placements, tout devait être scindé. Les chiffres définitifs ne m'importaient guère, à vrai dire. J'avais passé la majeure partie de ma vie d'adulte à vivre confortablement mais sans ostentation. Cet accord m'apportait la sécurité, rien de plus, et sincèrement, cela me suffisait. À mon âge, la sérénité compte bien plus que le luxe. Mes proches voulaient fêter l'événement, Margaret la première. Elle a fait la route depuis San Antonio, insistant pour m'inviter à dîner. Au milieu du repas, elle a levé son verre à Rebecca Carter. Jerry, qu'est-ce que nous fêtons au juste ? Tu as survécu. Cette réponse m'a déstabilisé. Margaret a souri, pas d'amertume, pas d'obsession de vengeance, pas d'autodestruction. Elle a de nouveau levé son verre. Tu as survécu. Cette fois, j'ai levé le mien également, car elle avait sans doute raison. Quelques semaines plus tard, j'ai reçu un SMS de David, notre premier échange direct depuis la scène de la salle de bal, accepterais-tu de me voir ? J'ai fixé l'écran pendant de longues minutes. Une partie de moi voulait l'ignorer, mais une autre savait que la fuite ne m'apporterait pas la paix de l'esprit. Finalement, j'ai accepté. Nous nous sommes retrouvés dans un restaurant tranquille en dehors de la ville, le genre d'établissement où les couples de retraités s'attardent devant leur café, et où personne ne prête attention aux inconnus. Quand David est entré, je l'ai à peine reconnu. Il paraissait plus vieux, pas tant physiquement qu'émotionnellement, toute cette assurance qu'il affichait autrefois s'étant évanouie. Pendant un long moment, aucun de nous n'a prononcé un mot. Finalement, il a rompu ce mutisme, merci d'être venu. J'ai hoché la tête, je t'en prie. Un nouveau silence s'est installé entre nous. 30 ans de vie commune et, soudain, nous nous comportions comme des étrangers. Il a fini par baisser les yeux sur ses mains, je ne sais pas par où commencer. Commence par la vérité. Ses paupières se sont fermées brièvement, puis il a acquiescé, c'est bien juste. Durant l'heure qui a suivi, David m'a confié des choses que j'aurais dû entendre des années auparavant. Pas des excuses, pas des justifications, mais la vérité, ou du moins ce qu'il croyait être la vérité. Il a évoqué ce sentiment d'être dans mon ombre, son insécurité, le fait de voir les gens admirer ma carrière militaire pendant qu'on le considérait lui comme le simple époux de la colonelle. Au début, j'ai eu du mal à comprendre, puis je me suis souvenu d'une vérité essentielle, la souffrance ne grandit pas toujours les gens, parfois, elle les rend égoïstes. J'étais fier de toi, a-t-il murmuré. Alors pourquoi t'être moqué de moi ? Ses traits se sont crispés, il savait parfaitement à quoi je faisais allusion, à ce que m'avait révélé Jim, à ses railleries, à ses commentaires désobligeants. David a paru honteux,
parce que c'était plus facile. Plus facile que quoi? Plus facile que d'admettre que je me sentais mis de côté. Un silence s'est réinstallé, puis il a poursuivi, je m'avais persuadé que tu aimais l'armée plus que tu ne m'aimais moi. Je l'ai regardé dans les yeux, tu savais pourtant que c'était faux. Je le sais aujourd'hui. Cette réponse m'a brisé le cœur car, au fond de lui, je pense qu'il le savait déjà à l'époque. On s'imagine souvent que la trahison naît de la haine, mais ce n'est pas toujours le cas. Parfois, elle découle simplement de la faiblesse, de l'insécurité, de la peur, de mauvais choix répétés inlassablement jusqu'à devenir impardonnables. Ce constat n'excusait en rien les actes de David, mais il m'aidait à les appréhender, et la compréhension est bien souvent le premier jalon vers la paix intérieure. À la fin du repas, David m'a regardé, les larmes aux yeux, les toutes premières que je lui voyais depuis le début de cette épreuve, « Je suis désolé, Rebecca ». Ces mots sont restés suspendus dans l'air. Des mots simples, des mots tardifs, mais des mots sincères. Je l'ai cru. Durant un long moment, j'ai observé l'homme assis en face de moi, cet homme que j'avais tant aimé, qui m'avait brisé le cœur, et qui avait fini par détruire sa propre existence bien plus radicalement que je n'aurais jamais pu le faire. Pour la première fois depuis mon retour au pays, je n'éprouvais aucune colère. Je ressentais de la tristesse, un immense chagrin pour tout ce que nous avions perdu, tout ce que nous aurions pu être, et tout ce qui ne serait plus jamais. Alors que nous nous levions pour partir, David m'a posé une dernière question, « Penses-tu qu'un jour, tu pourras me pardonner ?» Je l'ai dévisagé attentivement, puis j'ai répondu avec franchise, « Je ne sais pas, à cet instant », c'était la réponse la plus honnête que je pouvais lui offrir. 6 mois après mon entretien avec David, j'ai officiellement pris ma retraite de l'armée des États-Unis. 32 ans de service. Lorsque j'ai levé la main droite pour prêter serment pour la première fois, j'avais 26 ans. J'ignorais tout des chemins que ma vie allait emprunter, et je n'aurais certes jamais imaginé achever ma carrière avec le grade de colonel. Et je n'aurais surtout jamais pensé prendre ma retraite, tout en devant reconstruire mon existence à partir de zéro. La vie possède cette faculté de nous surprendre, pas toujours de manière agréable, mais il arrive que l'imprévu marque le commencement d'un avenir meilleur. La cérémonie de départ à la retraite s'est déroulée par un doux après-midi de printemps. Ma famille, mes amis, mes compagnons d'armes, mes anciens supérieurs, des personnes issues des différents chapitres de ma vie s'étaient réunies. Margaret était installée au premier rang, Jim était là lui aussi, et même Lisa avait fait le déplacement. En parcourant la salle du regard, j'ai fait un constat troublant, pendant des mois, je m'étais focalisé sur mes pertes, un mariage, un foyer, un avenir que je pensais tout tracé. Mais debout ce jour-là, j'ai vu tout autre chose. J'ai vu ce qu'il me restait, l'amitié, le respect, la communauté, et un but dans la vie. Toutes ces valeurs fondamentales, que la trahison ne pourra jamais me ravir. Après la cérémonie, plusieurs jeunes officiers se sont approchés de moi pour m'interroger sur le commandement, le sens du service, la retraite, et la vie après l'armée. Une jeune capitaine semblait particulièrement intimidée, « Mon colonel, quelle est la leçon la plus importante que vous ayez apprise ?» J'ai souri. Il existait des centaines de réponses possibles, mais une seule s'imposait, ne construisez jamais votre identité tout entière autour d'une seule personne. Elle a hoché la tête d'un air pensif. J'espérais qu'elle comprenne, car il m'avait fallu près de 60 ans pour assimiler moi-même cette vérité. Quelques semaines plus tard, j'ai commencé à œuvrer bénévolement au sein d'un programme de réinsertion pour les vétérans. Cette association aidait les anciens militaires à se réadapter à la vie civile. Beaucoup se heurtaient à l'incertitude, certains se sentaient égarés, d'autres oubliés. Je comprenais ces émotions bien mieux que je ne l'aurais jamais cru. Chaque mercredi, je rencontrais des vétérans en quête d'un emploi, d'un logement, ou simplement d'une oreille attentive. Cette activité avait du sens et s'est avérée étonnamment salvatrice. Venir en aide à autrui me rappelait que la souffrance ne constitue pas la fin d'une histoire, mais qu'elle est parfois le préambule d'un nouveau chapitre. Puis, un après-midi, près d'un an après mon retour, j'ai reçu une lettre. Pas un courriel, pas un SMS, mais une lettre écrite à la main. L'enveloppe portait un nom familier, David Carter. Durant quelques minutes, je me suis contenté de la fixer, puis je l'ai ouverte. Elle ne faisait que 3 pages. Il n'y avait aucune excuse fallacieuse, aucune tentative de justifier ses actes, aucune demande de réconciliation, juste de la franchise, cette franchise qui aurait dû exister des années auparavant. Il y parlait de ses regrets, de sa responsabilité, de sa thérapie, et de son apprentissage pour assumer ses actes au lieu de rejeter la faute sur les autres. Surtout,
il exprimait sa gratitude, de la gratitude pour nos années partagées, pour les sacrifices que j'avais consentis, et pour la vie que nous avions bâtie avant que tout ne s'écroule. Ma lecture achevée, je suis resté assis sans bouger pendant un long moment, puis j'ai plié la lettre pour la ranger dans un tiroir. Ce n'était pas pour l'oublier, mais au contraire pour m'en souvenir. On me demande souvent si j'ai fini par pardonner à David. La réponse est oui. J'ai fini par le faire, mais probablement pas pour la raison à laquelle la plupart des gens s'attendent. Je ne lui ai pas pardonné parce qu'il le méritait. Le pardon n'est pas une récompense. Je lui ai pardonné parce que porter l'amertume en soi est épuisant. La colère est un fardeau, le ressentiment en est un autre. À un moment donné, on réalise que l'on porte une charge qui appartient à un autre, et l'on décide enfin de la déposer. Cela ne signifie pas que j'ai oublié, cela ne signifie pas que je lui ai de nouveau accordé ma confiance, et cela ne veut certainement pas dire que nous nous sommes remis ensemble. Ce ne fut pas le cas. Certains chapitres doivent se clore, mais les fins n'ont pas besoin d'être douloureuses, elles peuvent simplement être définitives. Quelques mois plus tard, David et moi nous sommes revus une ultime fois. Ce n'était pas pour régler des questions de procédure, ni pour ressasser le passé, juste pour boire un café. Deux personnes qui actaient une histoire commune, rien de plus. Nous avons parlé de choses ordinaires, d'amis communs, de retraite, de santé, de la vie. Quand l'entretien a pris fin, aucun de nous n'a pleuré, aucun de nous ne s'est emporté. Nous nous sommes simplement souhaité le meilleur, et cela a suffi. Toutes les histoires n'exigent pas un dénouement théâtral, car parfois, la paix s'installe sans faire de bruit. Aujourd'hui, alors que je vous livre ce récit, je suis installé lors d'un rassemblement associatif organisé par l'œuvre caritative où je suis bénévole. Des enfants s'amusent à proximité, des familles sont réunies autour de tables de pique-nique, et d'anciens soldats partagent leurs souvenirs. Le soleil commence à décliner. C'est une belle journée, une journée paisible, le genre de moment que je craignais de ne plus jamais connaître. Il y a quelques années, je pensais que mon histoire touchait à sa fin, mais je réalise aujourd'hui qu'elle changeait simplement de trajectoire. Avec le recul, les gens qualifient parfois mes actes de vengeance, et je comprends pourquoi. Il y a eu une confrontation publique, et il y a eu des répercussions, David a perdu l'entreprise qu'il s'était donné tant de mal à bâtir, sa réputation a été ternie, et sa relation avec Vanessa s'est effondrée. Vu de l'extérieur, cela ressemble sans doute à un châtiment, mais ce n'est pas ma vision des choses. La plus belle des revanches n'a pas été de le démasquer, ni de remporter un accord financier avantageux, ni de voir ses mensonges s'effilocher. Ma plus belle revanche a été de refuser que sa trahison définisse le reste de mon existence. C'est cela qui comptait vraiment. Car lorsque quelqu'un vous blesse profondément, vous avez toujours le choix, vous pouvez passer des années à vivre confiné dans cette blessure, ou vous pouvez continuer à avancer, lentement, douloureusement, un pas après l'autre, jusqu'à ce que la plaie devienne une cicatrice. Et que cette cicatrice s'intègre à votre histoire, au lieu de définir votre identité. S'il y a une leçon que j'espère vous transmettre à travers mon vécu, c'est celle-ci, la vérité surgit parfois plus tard que vous ne l'auriez souhaité, la justice peut exiger plus de temps que prévu, et la guérison s'avérer plus lente que vous ne l'espériez. Mais rien de tout cela n'est impossible. Tant que vous continuez d'avancer, tant que vous privilégiez la dignité à l'amertume, et tant que vous gardez à l'esprit que la trahison d'autrui ne définit en rien votre valeur personnelle. Je vous remercie d'avoir partagé ce moment avec moi, et d'avoir écouté mon histoire. Si ce parcours vous a évoqué un être que vous avez aimé, pardonné, ou perdu, j'espère que vous prendrez un instant pour penser à cette personne aujourd'hui. Et si vous avez déjà été confronté à la trahison, et avez trouvé le moyen d'aller de l'avant avec dignité, sachez que vous n'êtes pas seul. N'hésitez pas à partager vos réflexions et vos expériences, car les récits ont ce pouvoir de nous aider à guérir ensemble. Si vous appréciez les récits sincères sur la résilience, la famille et les secondes chances, je vous invite à nous rejoindre pour un prochain voyage. Prenez soin de vous, et rappelez-vous que, parfois, les plus belles années de votre vie sont encore à venir.